Et bienvenue à tous chers auditeurs du podcast Harmonie, ici Adrien pour un nouvel épisode de ce podcast qui aide les gens à s'harmoniser pour de meilleures relations avec eux-mêmes mais surtout des belles relations avec les autres sur Terre, entre êtres humains. Aujourd'hui, Aujourd'hui, podcast très important, nous allons ensemble décortiquer, comprendre le pourquoi du comment à travers cette blessure de l'âme que l'on appelle la blessure de trahison. Qu'est-ce que la blessure de trahison? Qui l'a? Qui ne l'a pas? Mystère. Quel est le comportement que l'on adopte lorsque cette blessure est en place? Quels sont les masques? Quels sont les enjeux derrière cette blessure? Et aujourd'hui, j'avais envie de vous décortiquer tout ça. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir sur mon Instagram, je suis très tourné vers la relation de couple et la blessure de trahison, c'est la blessure du couple. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Alors, la blessure de trahison, c'est certainement... J'aime bien en parler, je trouve ça fun parce que, même si c'est parfois très douloureux, attention, on va le voir sur les mécanismes, mais parce que c'est la blessure la plus visible, en fait. C'est celle où on ne peut pas se tromper. C'est facile à voir quand on est dans cette blessure-là. C'est facile à voir quand quelqu'un est dans cette blessure-là. C'est la plus concrète. C'est celle qui, je pense, que l'on vit très facilement et très rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une blessure qui est uniquement activée avec les gens du sexe opposé. Donc vous comprenez pourquoi maintenant c'est en lien avec cette histoire de couple harmonie, mon projet pour aider les relations de couple. On ne va vivre cette blessure qu'avec les gens du sexe opposé. Alors, il y a une petite nuance par contre, c'est-à-dire que moi en tant qu'homme, cette blessure va être éveillée par une femme, et une femme, cette blessure va être éveillée par un homme. Il y a une petite nuance par rapport au couple homosexuel, où là par contre, un homme peut éveiller cette blessure avec un autre homme. Mais attention, il faudra qu'il fasse la distinction parce qu'on peut basculer sur une autre blessure qui est la blessure d'injustice, où là, c'est une blessure que l'on vit uniquement avec le même sexe. Donc en fait, on va dire que c'est une blessure qui s'éveille lorsque l'on attend de l'amour de quelqu'un, de l'importance, de la reconnaissance, etc. Mais vraiment sur le plan sentimental, le plan amoureux. C'est-à-dire que un homme, s'il est homosexuel, il va la vivre avec son conjoint. Tous les autres hommes, par contre, chez qui il n'attend pas cet amour-là au niveau relationnel, sentimental, là, par contre, ça va être une autre blessure. Pareil pour les femmes. Mais pour un couple classique hétéro, ça va être avec le sexe opposé. Donc, ça peut être avec notre compagne, ça va être avec notre mère, par exemple, pour un homme, ça va être avec une amie, etc. On va tous vivre ça avec le sexe opposé. On va vivre cette blessure. Cette blessure va être réveillée par le sexe opposé. Le concept des blessures de l'âme, si vous ne le connaissez pas, ça a été, on va dire, popularisé par Lise Bourbeau, la créatrice de l'école Écoute ton corps, qui a catégorisé 5 blessures de l'âme, c'est-à-dire 5 blessures émotionnelles que l'on a et que l'on développe dans l'enfance et qui viennent conditionner sans arrêt notre vie sans même qu'on s'en rende compte. Il y a la blessure de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon et d'humiliation. Sachez bien une chose, c'est que souvent, moi le premier, quand j'ai lu le fameux livre, j'étais déjà surpris parce que j'avais l'impression parfois de lire une description de moi. Mais surtout, au début, j'étais là, oh non, cette blessure, je l'ai pas trop, celle-là non, celle-là oui. On les a toutes, sans exception, sauf pour la blessure d'humiliation qui est vraiment propre à certains profils. Et c'est des profils où physiquement, on voit qu'il y a une vraie différence parce qu'on va voir qu'en fonction de la blessure, et notamment de la blessure de trahison, en fonction de son intensité, ça va découler sur une modification, en tout cas un physique propre à cette blessure-là. Et vous allez très très vite reconnaître certaines personnes que vous connaissez. Vous allez le voir, c'est super fun sur le moment. Sauf quand on se rend compte qu'on est dans ce schéma-là et dans ce physique-là. Mais tout ça pour dire qu'on a tous au moins 4 blessures. La 5e, l'humiliation, ça dépend vraiment des gens, c'est un peu plus rare. Donc ne commencez pas à vous dire j'ai cette blessure ou pas, vous les avez toutes. C'est indéniable. La blessure de trahison, maintenant, elle est plus ou moins importante chez certaines personnes. Et on va d'abord voir quels mécanismes se mettent en place. Lorsque ma blessure de trahison est activée, je vais être porté à mettre un masque, à porter un masque. Ce masque-là, on appelle ça le masque du contrôlant. Le masque du contrôlant, il va se diviser en 2 catégories. Je vais basculer en tant que contrôlant agressif ou contrôlant sournois. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vient réveiller cette blessure-là? Qu'est-ce qui fait que d'un coup je vais porter ce masque? C'est très simple. La blessure de trahison, comme son nom l'indique, elle vient
elle s'éveille, pardon, lorsque je me sens trahi par quelqu'un du sexe opposé. Lorsque cette personne ne me considère pas, ne m'accorde pas de l'importance, ne me reconnaît pas, ne m'aime pas, c'est là que ça vient réveiller cette blessure de trahison. Et donc, je vais porter les masques. Pourquoi le masque du contrôlant? Parce qu'en fait, je vais tout faire pour contrôler l'autre, pour qu'il me donne ce que je veux, afin d'éviter que je me fasse trahir par l'autre. Parce que la plus grande peur du contrôlant, c'est la séparation. C'est sa peur numéro 1 de la blessure de trahison, c'est ça le problème, c'est la séparation. Il a tellement peur, le contrôlant, lorsqu'il est dans sa blessure, d'être trahi et donc d'être séparé de l'être qu'il aime, qu'il va faire des pieds et des mains, donc laisser les masques prendre le dessus sur son comportement pour tenter de contrôler l'autre pour « non, comme ça tu ne me trahis pas, on ne se sépare pas ». Et c'est ça en fait tout l'enjeu derrière cette blessure-là et qui peut, vous allez le voir, être très 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 subtil. Donc quand on vit la blessure est éveillée, comme je vous l'ai dit, on va porter 2 masques, le masque de contrôlant agressif et le contrôlant sournois. Le contrôlant agressif, comme son nom l'indique, il va être dans l'agressivité, dans la violence. Lorsqu'on a quelqu'un en face de nous qui porte ce masque-là, c'est quelqu'un qui va nous juger, nous accuser, nous parler violemment, vivre beaucoup de colère, mais de la colère exprimée, pas de la colère refoulée, qui va avoir tendance, par exemple, si je veux vous donner des exemples, à nous tacler devant tout le monde. C'est typique un peu le profil du contrôlant agressif. On est entre amis, tout le monde rigole, etc. Et puis ça va être le premier à tacler son ou sa partenaire violemment, un tacle un peu sournois devant tout le monde. Ça va être aussi celui qui va tendance à être agressif. Si par exemple je prends un homme qui ne veut pas que sa compagne porte tel ou tel vêtement parce qu'il juge que c'est trop provocateur, ça va être celui qui va être très dans l'agressivité, dans le jugement, dans la menace, tu portes pas ça, etc. Parce qu'il a peur d'être trahi. Il a peur que si sa compagne porte ces vêtements-là, il y a peut-être plus de chances qu'elle le trahisse parce qu'elle va attirer d'autres hommes, etc. C'est là en fait tout le mécanisme qui se met en place. Et la réaction, elle est automatique. C'est un vrai travail et on va le voir à la fin de comment réussir à se sortir de ça, de cette réaction pour pas péter les plombs en fait et porter ce masque-là. Mais sur le moment, c'est ça en fait. C'est ça qui se passe, c'est le tacle pour contrôler l'autre. Un dernier petit exemple, le contrôlant agressif, c'est le plus malin pour sortir des dossiers qui datent. Lorsqu'il y a une dispute, ça va être le plus apte à sortir des dossiers qui vous ont blessé, des choses que vous avez pu partager et qui sont intimes, etc., que vous savez que c'est difficile pour vous. Mais ça va être lui, en fait, qui va sortir ça. Ça va être sa spécialité parce qu'il sait que ça va blesser l'autre et il va tout faire pour blesser l'autre. En gros, c'est comme s'il essaie de l'affaiblir pour que l'autre capitule. C'est ça, en fait, le mécanisme qui se met en place dans le contrôlant agressif. Et à côté de ça, on a le deuxième contrôlant, parce que souvent il y a des gens qui me disent « Mais non, moi je contrôle pas mon partenaire, je suis pas comme ça, je suis pas agressif, je me nerve jamais, etc. » Oui, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas passé à côté. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu es incapable de te voir dans le rôle du contrôlant agressif, tu vas alors basculer et tu es à 100%, tu peux être sûr et certain que tu es dans le rôle du contrôlant sournois. Le contrôlant sournois, comme son nom l'indique, il est beaucoup plus subtil. Son rôle, pour essayer de contrôler l'autre et d'avoir cet amour, cette reconnaissance, cette importance de la part de son partenaire, ça va être de le faire culpabiliser. Et tous les moyens sont bons pour essayer de le faire culpabiliser. Souvent, ça va être des gens qui sont très dans un rôle de victime. Ils vont beaucoup pleurer, etc. Accuser l'autre avec des pleurs. Regarde ce que tu me fais vivre. Regarde à cause de toi ce que je vis, ce que je suis. Regarde à cause de toi. En fait, tout est fait pour que l'autre culpabilise et pour obtenir en fait l'importance, la reconnaissance que l'on souhaite. C'est celui qui va aussi parfois avoir tendance à charmer l'autre. Il peut facilement, charmer, que ce soit sexuellement ou quoi, l'autre pour obtenir en fait de l'attention, obtenir de la reconnaissance, etc. Si je vous donne des petits exemples, par exemple, on peut avoir des phrases, si vous avez un enfant, vous avez une fille, ça peut être des phrases du style, occupe-toi de ta fille un peu. T'es au courant que c'est ta fille aussi. Tu vois, ça, c'est des petites phrases, des petits tacles, un peu dans l'agressivité, mais aussi dans cette notion de je vais te faire culpabiliser en te rappelant ta responsabilité en tant que père, par exemple. Il y a aussi, par exemple, si l'homme arrête pas de se plaindre de sa compagne et lui dit en fait, tu me laisses tout le temps tomber, tu fais jamais des activités avec moi, tu sors tout le temps avec tes copines, on fait rien ensemble, tu me laisses tout le temps tout seul.
là, il y a une tentative de culpabilité parce qu'il y a une accusation derrière. Et souvent, ça vient avec la petite phrase de ben, tu vas voir, moi aussi, je vais sortir avec mes potes, tu vas voir. Je vais pas te donner de nouvelles de la soirée et tout. Moi aussi, je vais profiter, tu vas voir. Vous voyez ce genre de schéma-là, en fait, de réplique. Souvent, on peut le voir, le contrôlant, avec les petits actes, les petites répliques comme ça, où là, on sent que la blessure, elle est éveillée et le masque, il est mis en place, en fait. Donc, dans les deux cas, les deux contrôlants sont très compliqués à vivre. J'ai connu des gens qui étaient très dans le sournois, j'ai connu des gens qui étaient très dans l'agressif. Moi, j'ai été souvent dans l'agressif, mais en fait, on bascule tout le temps. Il faut bien comprendre un truc, on bascule tout le temps de l'un à l'autre. On n'est pas juste catégorisé dans un seul contrôlant. Parfois, on va être agressif, parfois, on va être sournois. C'est comme ça. Ça dépend en fait de ce qui se passe, de la personne en face, de comment ça réagit, etc. Mais il y a un petit avantage lorsqu'on est dans le contrôlant agressif, c'est que vu que c'est exposé, c'est assez explosif, c'est un peu plus clair et simple de voir qu'on est dans cette blessure-là. Le problème du sournois, c'est que parfois, il va chercher toutes les excuses pour vivre comme une sorte de déni pour justifier son comportement de contrôlant. Et là, c'est un peu plus compliqué. Ça demande un peu plus de prise de conscience, un peu plus de travail sur soi, de remise en question pour arriver à voir que, waouh, ah ouais, là, j'ai essayé de le contrôler. Et je me souviens d'une amie, lors d'un atelier, on parlait justement de la blessure de trahison. Et pendant l'exercice, elle s'est rendue compte qu'elle contrôlait son mari sur le plan sexuel, en fait. Comment elle arrivait à le contrôler pour qu'il fasse le ménage avec elle? Elle avait une très très forte poitrine. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait exprès de se mettre en sous-vêtements pour contrôler son mari. Et en fait, quand elle l'appelait pour qu'il fasse qu'il fasse le ménage, alors qu'il était occupé à faire autre chose, ben du coup, elle était là, ah, tu peux m'aider à faire le ménage, etc., machin. Et lui, évidemment, il tombait dans le panneau. Et comment elle s'en est rendue compte? C'est lui qui lui a dit. Un jour, ils font un exercice par rapport à un atelier et il lui dit, en fait, elle lui demande quand c'est que tu as l'impression que je te contrôle. Elle lui dit, ben, il lui répond que tu me contrôles, je sens que tu me contrôles quand tu fais exprès de te dénuder pour obtenir de moi quelque chose. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, c'est fun, c'est drôle, les mecs, les premiers mecs, ils vont dire, ben, moi, elle me contrôle quand elle veut, ça c'est le truc typique. Oui, sauf que c'est du contrôle quand même, c'est subtil. Et c'est toutes ces subtilités-là qui font qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué à vivre. Il y a forcément un moment où son mari, il va péter les plombs en fait. Il va péter les plombs, où il risque de se fermer sexuellement parce qu'il va se sentir piégé à chaque fois par sa compagne. Et ça peut amener loin, 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 loin. Ça peut vraiment aller assez loin. C'est des schémas qui se mettent en place et qui ont des répercussions sur les mois et les années à venir. Mais quand ça pète et c'est compliqué à rattraper. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais contrôlant, je vous le dis clairement. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Dans tous les cas, ça reste du contrôle. Donc, ça veut dire que c'est fait par peur. C'est fait c'est alimenté par une notion négative de peur, de blessure. Donc, ça ne peut amener que du négatif. Ce qui est intéressant, du coup, maintenant que vous savez ça, c'est de savoir si vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là. Il y a beaucoup de gens, j'en rencontre beaucoup, qui sont en réaction à tout ça. Et qui me disent, non, moi je suis pas contrôlant, mais attends, t'es malade, je contrôle pas mon compagnon, je fais pas ci, je fais pas ça. Pourtant, c'est ces mêmes personnes-là qui ne font que s'embrouiller en relation, qui ne vivent que des émotions de fou dans leur relation, qui sont tout le temps en conflit, en tension, etc. Donc il faudra qu'ils m'expliquent un peu la magie du truc. S'ils ne sont pas dans cette blessure-là, où sont-ils alors exactement? Parce que c'est pas normal. Lorsque tu ne vis pas cette blessure-là, tu es dans un état serein, tu es dans un état de confiance, de bien-être avec ton partenaire. Et ce qui est vraiment drôle avec la blessure de trahison, quand on commence à décortiquer tout ça, on peut arriver à prendre conscience de la blessure de trahison vis-à-vis de notre comportement avec l'autre, le sexe opposé, mais aussi par rapport à notre physique et à notre comportement dans la vie de tous les jours. Et là, ça devient super intéressant. Chez les hommes, la blessure de trahison, elle se traduit corporellement à travers un buste beaucoup plus développé que le bas. C'est vraiment des hommes qui vont avoir tendance à avoir un gros physique sur le haut et parfois des jambes pas très très bien développées. Pourquoi? Parce que c'est le moyen, en tout cas le moyen à l'époque de montrer sa force. Le buste chez l'homme, c'est quelque chose qui est très développé. Ça permet de très rapidement montrer que je suis fort, je suis confiant, je suis capable d'assurer. Chez les femmes, au niveau physique, ça va être le bas. Ça va être beaucoup plus le bas du corps, notamment les hanches et les fesses qui vont être beaucoup plus développées. Ça permet également de charmer beaucoup plus facilement le sexe opposé. C'est aussi vachement lié à une notion de reproduction.
quand on va vraiment du côté un peu plus, reptilien des choses, un peu plus à l'époque, à la préhistoire, etc. Une femme qui avait un gros bassin, des hanches larges, des fesses bien développées, etc. C'était une femme qui était beaucoup plus apte à enfanter qu'une femme qui était très très fine, etc. Forcément, il faut que le bébé passe, il faut qu'il y ait de la graisse, qu'il y ait tous les nutriments nécessaires et toutes les ressources nécessaires pour le développement du bébé. Donc forcément, chez les hommes, c'était beaucoup plus attirant. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant les standards féminins, où avant, on était très dans la maigreur, etc., les mannequins. Et plus on avance dans le temps, plus maintenant, c'est, depuis des années, je veux avoir des grosses fesses, des grosses hanches, etc. Ce qui était drôle, parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le monde du coaching et pendant des années, j'ai travaillé dans le sport. Et c'était juste fou de voir le switch là-dessus, où avant, toutes les filles voulaient être fines. Et plus on avançait dans le temps, plus c'était l'inverse. Elles voulaient juste un gros boule. Voilà, il nous faut un gros boule, etc. Mais les mecs, c'est pareil. Les mecs, on a toujours dans la salle ce mec qu'on connaît avec ce gros physique de bencher qui fait que du développé couché et les bras, qui a un physique énorme sur le haut, mais les jambes pas très très bien développées. Bien, c'est pas qu'une question de muscu, c'est une question aussi de blessure. Derrière, il y a cette blessure qui rentre en jeu. Chez les hommes beaucoup plus âgés, ça va se traduire par un ventre, un bidabière qui est énorme. Là, ça, c'est vraiment aussi la traduction du contrôlant, en fait, sur le plan physique. C'est le gros, gros bide. Ça donne ce côté maternant. C'est un homme qui materne, c'est-à-dire qui prend les rôles qui ne lui correspondent pas et qui est dans le contrôle. Au niveau des comportements dans la vie de tous les jours, le contrôlant, ça va être quelqu'un qui parle très, très fort. C'est quelqu'un qui parle fort, qui veut montrer qu'il est là. Il prend de la place. Il veut montrer qu'il est fort, qu'il est capable. Il parle vite, il parle fort, il veut que les gens l'entendent. Et que ce soit chez les hommes ou les femmes. C'est aussi un physique un personnage très impulsif, qui vit beaucoup de colère, qui est très dans la force et dans la puissance, qui se laisse pas faire. Lui, c'est généralement la femme ou l'homme, tu sais, qui, quand il y a une embrouille, il va pas se laisser faire. Lui, ça va pas être la victime, tu vois. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gros, gros contrôlants. Je me souviens d'une femme, une CPE d'un lycée, qui était très 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 contrôlante, mais elle n'était pas dans ce rôle du contrôlant très dans la force, la colère, l'impulsivité, etc. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle était beaucoup plus dans la sournoiserie, elle était beaucoup plus dans le contrôlant sournois. Et comment on pouvait le voir? Elle avait une des techniques du contrôlant lorsqu'il vit un conflit, que ce soit même dans la vie en général, etc. Il va essayer de se plaindre auprès de tout le monde pour obtenir l'aval, le soutien de ces gens. Et elle venait nous voir dès qu'il y avait un problème, avec un CPE, avec un élève, avec un pion, etc. Et elle se plaignait auprès de nous. Ouais, vous trouvez pas que c'est abusé, et machin, et ça, et ça, et ça. Juste pour qu'on lui donne du crédit, en fait. Qu'on lui donne de l'importance et que son avis à elle, il soit important. C'est une manière un peu de se rassurer, de se dire, de confirmer, non mais j'ai raison, regarde ce qui se passe là. T'as vu, j'ai raison, hein, j'ai raison. Le problème, c'est qu'il va avoir tendance à raconter un peu sa version des faits. Il faut bien comprendre que sa version n'est pas celle de l'autre personne et n'est pas la réalité non plus. Donc, c'était très particulier. Moi, je me souviens que j'avais vécu beaucoup d'émotions avec cette CPE. Elle m'avait fait vivre beaucoup de culpabilité, etc. On était rentré un peu en clash. Et ça m'a rappelé des schémas que j'ai pu avoir avec ma mère. Et waouh, j'avais vraiment cerné le personnage après là-dessus. Et sur ce truc de se plaindre, d'essayer de ramener les gens dans son truc. Elle l'avait même fait contre moi, elle l'avait fait avec d'autres personnes et tout. Et c'est invivable en fait. C'est invivable parce que c'est quelqu'un qui va être constamment dans les tensions, constamment dans les conflits. Et elle se rend pas compte qu'en voulant rameuter les gens comme ça, ben, elle rameute tout le monde contre un ennemi. Mais après, ce même ennemi, elle va essayer de le ramener avec elle contre un autre, etc. Et en fait, c'est interminable. Tu te retrouves au final à être critiqué un peu par tout le monde. Parce que tu es ce que tu détestes le plus, tu n'es pas fidèle avec les gens. Et le contrôlant, il déteste ça. Pour lui, c'est l'homme le plus fidèle ou la femme la plus fidèle au monde. Mais il ne se rend pas compte à quel point aussi il est infidèle parfois. Pas que sur le plan de la tromperie avec l'amant, etc. Le contrôlant, en fait, comme on l'a vu au début, sa plus grande peur, c'est la séparation. Il a extrêmement peur d'être trahi par l'autre et de vivre une séparation. Que ce soit sur le plan amoureux, mais aussi sur le plan affectif. Il peut vraiment beaucoup contrôler, par exemple, un homme peut mettre beaucoup de contrôle sur sa mère pour qu'elle agisse exactement comme il lui dit, pour qu'elle le reconnaisse, qu'elle l'aime, etc. S'il la contrôle et qu'elle agit comme lui il le dit,
pour lui, ça va être une preuve d'amour. Et donc, du coup, il va pas y avoir ce risque de trahison parce qu'elle a agi différemment et donc potentiellement un risque de séparation. Le problème du contrôlant, si on le prend dans une relation de couple, c'est qu'il ne se rend pas compte que, à la longue, son comportement de contrôlant va l'amener à la séparation. Il y a son ego qui le pousse et qui lui dit « Attention, là, cette femme-là, elle va faire ci, elle va te tromper, elle va faire ça, ça, ça. Attention, cet homme-là, il va te manipuler, etc. Et agis comme ça, c'est mieux. Agis comme ça, fais ci, fais ça. Contrôle-le, accuse-le, plains-toi, victimise-toi pour le faire culpabiliser, etc. » Tout ça, ce sont des comportements que notre ego nous dicte lorsque la blessure est activée parce que l'ego, il a peur de la séparation. Mais il ne se rend pas compte que c'est ces mêmes comportements-là qui nous poussent à adopter qui vont nous amener à la séparation parce que c'est invivable pour l'autre et pour soi aussi également. Et lorsque l'on comprend ça, c'est déjà, mais wow, un éclaircissement sur beaucoup de choses en fait. Et pas que dans les relations, même avec toutes les autres blessures, etc. On ne se rend pas compte à quel point l'ego, quand il nous fait activer, parce que la blessure est liée à l'ego. L'ego, c'est la somme de toutes nos blessures, de nos peurs, de nos croyances, etc. Donc de la blessure de trahison. Lorsque l'ego est activé, qu'on a la petite voix dans la tête qui est là en mode « Non mais attends, ne la laisse pas s'habiller comme ça, elle va peut-être te trahir, elle va attirer d'autres hommes, etc. » Accuse-la, clash-la, fais-la culpabiliser, etc. Parce que sinon elle va te trahir. En fait, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, elle risque de partir ou d'effectuer peut-être des actions que l'on va juger de trahison. C'est là, en fait, qu'est tout l'enjeu de la blessure de trahison. Et donc, comment on fait, au final, pour sortir de cette blessure-là, ne plus avoir ce schéma-là? Parce que l'idéal, lorsque, par exemple, un homme commence à vivre de la jalousie et s'apprête à accuser sa compagne, etc., pour ne pas qu'elle s'habille comme ça, le premier réflexe déjà à avoir, c'est d'observer qu'on est dans cette blessure-là. Ce que je vous invite concrètement à faire, c'est de vous poser parfois et de vous dire quels sont les comportements que mon compagnon a pu avoir et qui m'ont mis en réaction, qui m'ont énervé, qui m'ont agacé, etc. Ok. Ensuite, c'est quelles sont les peurs que j'ai eues? Qu'est-ce qui me fait peur si je laisse mon compagnon? De quoi j'ai peur pour moi si je le laisse agir comme ci ou comme ça? Qu'est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai peur qu'il m'arrive? De quoi j'ai peur pour moi si je laisse ma compagne s'habiller comme ci ou comme ça? Là, c'est là que c'est intéressant parce que ça va nous permettre de prendre conscience des peurs que l'on a et qui nous poussent à adopter ce masque de contrôlant. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ça, il est important de prendre conscience de comment on a essayé de contrôler notre partenaire. Quel comportement, quel pattern j'ai mis en place sur le moment pour soit obtenir son attention, soit obtenir son amour, soit obtenir qu'il me considère, qu'il me reconnaisse, qu'il me montre que je suis important, etc. Et là, des fois, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez essayé de le culpabiliser, vous avez été violent ou agressif envers lui, vous l'avez jugé, vous l'avez menacé, vous êtes victimisé pour essayer de le culpabiliser, etc. Tout ça, c'est important d'en prendre conscience, aussi douloureux soit-il, parce qu'il n'y a qu'en prenant conscience que vous allez pouvoir trouver une solution derrière. Si vous faites face à un problème et que vous n'êtes pas capable de le définir correctement, concrètement, comment voulez-vous trouver une solution? Tout ce que vous allez tenter, ça ne va être que du hasard. Et la chance, la probabilité que vous trouvez la solution à ce problème précis est extrêmement faible. Donc, plus je prends conscience et je peux vraiment clarifier cette prise de conscience de ce problème-là, plus je vais pouvoir facilement trouver une solution à ce problème et m'en sortir. Extrêmement important de prendre conscience de ça. Très, très important. Et donc, pour la blessure de trahison, c'est exactement ça. Au plus je sais quel comportement m'a mis en réaction, au plus je sais quelles peurs m'ont poussé à réagir comme ça, au plus je sais quel comportement j'ai eu, j'ai fait une mise à plat de tout ce qui s'est passé. Là, maintenant, ensuite, je peux derrière agir. Et donc, agir comment? Grâce, dans un premier temps, à l'observation, à l'acceptation. Le premier réflexe à avoir, c'est juste d'arriver à observer. Waouh, là, ça y est, il m'a dit ça, je suis en train de m'énerver, de monter en pression, je suis en réaction, ou là, il m'a blessé, ça m'a fait mal, je sens que je vais commencer à le culpabiliser ou à me plaindre, ou je commence à essayer de le culpabiliser en pleurant, en me plaignant. Hop, de suite, il faut arriver à avoir le réflexe.
Très très dur. Je vous le dis, très très dur au début parce que la douleur, elle est telle qu'on est de suite en réaction. En fait, on laisse notre émotion nous submerger alors que l'objectif ultime, c'est justement d'arriver à voir que dès que l'émotion monte, hop, je recule là et j'arrive à me diviser, à voir qu'il y a le Adrien qui est tout le temps dans la sérénité, la confiance, qui est bien, il est là. Et il y a une autre partie de moi à droite là, elle est dans la trahison là, elle est en train de monter en pression, en colère là. Ok, là, la blessure monte. J'observe ce qui est en train de se passer. Et là, lorsque j'arrive de plus en plus à faire ça, je vais être capable à un moment donné, quand la douleur ne va plus être aussi intense, parce que plus j'observe, plus la douleur va s'atténuer petit à petit. Il y a un moment donné où je vais pouvoir me dire, ok, c'est quoi l'action la plus intelligente à faire là? Et l'action la plus intelligente, parfois, ça va être tout simplement pour le contrôlant de montrer sa vulnérabilité. Pardon. C'est ce qui est le plus difficile pour lui. Son plus grand challenge, c'est de montrer sa vulnérabilité. Et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour un homme qui est jaloux, l'action la plus intelligente, plutôt que de laisser sa blessure prendre le dessus, de s'énerver, d'accuser, etc., ce serait déjà de s'observer, de dire « Ouh là, je sens que ça commence à monter, je sens que la jalousie monte et tout. » Ok, c'est quoi le plus intelligent là? C'est d'arriver de voir sa compagne et de lui partager en fait. De lui dire « Écoute, là, je sens que tu as mis tel ou tel vêtement, ça me réveille une peur en moi, que tu me trahisses, que tu attires d'autres regards, etc. » C'est extrêmement difficile. Si déjà vous arrivez à faire ça, c'est magique déjà. C'est magique. Ça va se mettre en place petit à petit, mais déjà là, vous montrez votre vulnérabilité, ce qui est extrêmement difficile pour le contrôlant. Lui, il ne veut pas passer pour un faible. Oh là là, il ne veut pas passer pour ça. Souvent, ce que j'entends de la part des contrôlants, des personnes qui ont une grosse blessure de trahison, c'est qu'ils me disent « Non, non, mais il ne faut pas que je me montre, entre guillemets, faible devant l'autre, parce qu'il va s'en servir. Il va s'en servir contre moi, etc. Je peux pas me montrer faible parce que il y a une croyance qui dit que oh là là, sinon il va me manipuler encore plus, etc. Il va prendre le dessus. » Mais pas du tout en fait. Ça, c'est juste du bullshit que notre ego il nous raconte. La réalité, elle est que si tu es un homme et que tu es capable de faire ça vis-à-vis de ta compagne, de lui partager les craintes et les peurs que tu as par rapport à cette histoire de vêtements et tout, wow, c'est là qu'en fait la magie elle opère. Comment voulez-vous, si une personne vient vous voir comme ça, demain vous êtes une femme, votre homme vient vous voir et vous partage ça vraiment sincèrement, en vous disant qu'il a peur en fait. Il a peur de ne pas être à la hauteur, il a peur que vous rencontriez un autre homme, ou que vous attirez d'autres hommes, que ça lui fasse vivre des émotions, que ça le fasse souffrir, etc. Parce qu'il tient à vous, tout ça. Comment voulez-vous être méchant envers quelqu'un qui se livre comme ça, d'une manière aussi intime, aussi vulnérable? Si à ce moment précis, quelqu'un qui se livre comme ça, vous l'envoyez bouler, mais c'est que clairement, vous êtes encore plus dans votre blessure. Si vous rencontrez un jour quelqu'un avec qui vous vous livrez comme ça, sans accusation ni quoi que ce soit, vous lui partagez ce que vous vivez, vous voulez essayer de trouver une entente là-dessus, un compromis, et qu'elle vous envoie bouler, ça veut dire que ça ne sert à rien. Vaut mieux changer de personne parce que là, clairement, vous allez vous détruire ou alors vous êtes arrivé à un point de non-tolérance qui est juste monstrueux, clairement. Donc c'est ça en fait l'action intelligente. L'action intelligente à ce moment-là, pour cet exemple précis, c'est ça. Ok, je vais me livrer, on va trouver ensemble une entente. Est-ce que peut-être que tu peux mettre ça, pas ça, aujourd'hui, là, on continue et un jour on testera et tu feras ça. C'est ça, il faut y aller progressivement en fait. Il faut que l'autre aussi soit dans l'idée de vouloir avancer à deux. Parce que je rappelle une chose, c'est que souvent, quand j'entends des couples, ouais, mon copain il est jaloux, ma compagne elle est jalouse, elle me prend la tête, etc., on a l'impression que ce problème, il est que chez l'autre. C'est-à-dire que oh non, il est jaloux, c'est lui qui doit se démerder avec son problème parce que ça empiète sur mon bien-être à moi, etc. Oui, mais sauf que tu es à deux, en fait. À partir du moment où tu es à deux, eh ben, il faut que tu penses à un truc, c'est que tu vas partager tout, en fait. Le positif, c'est très bien, ça, on est tous d'accord pour le partager. Mais le négatif aussi. C'est-à-dire que si ton compagnon ou ta compagne, elle est jalouse, eh bien, il va falloir que vous travaillez à deux dessus. Tu peux pas juste demander de « vas-y, travaille là-dessus et c'est réglé, en fait, fais en sorte que ça s'arrange ». Oui, il va falloir que l'autre se prenne clairement en main, mais il va falloir aussi que toi, tu accompagnes l'autre dans cette évolution saine, parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors, tu as la solution, tu fais comme les gens, 90% des gens font maintenant, ils se séparent, ils quittent, et comme ça, c'est la facilité, et après, ils diront, oh, il est trop ci, il est trop ça, il est machin, etc.
Voilà, les stratégies d'esquive. Et d'ailleurs, on en vient parce que pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de 2 stratégies d'esquive très, 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 très importantes. Mais avant ça, voilà, juste l'action la plus intelligente, c'est ça. Posez-vous la question, c'est quoi l'action la plus intelligente là? Est-ce que c'est de continuer à s'embrouiller? Non. Ok, écoute ma chérie, on est en réaction là. Ça sert à rien, on parle, on se tacle, on s'envoie des trucs pour rien, des tirs pour rien. L'action la plus intelligente, c'est quoi? On prend de la distance chacun dans son coin, on redescend émotionnellement en pression et ensuite on va pouvoir communiquer un peu plus sainement. C'est ça. Toujours se poser quand vous êtes capable d'observer l'action la plus intelligente, c'est quoi? L'action intelligente, c'est la meilleure. C'est pas la bonne action ou la mauvaise action, c'est l'action la plus intelligente sur le moment. Quand on se pose cette question-là, on enlève toute notion de bien ou de mal. C'est quoi l'action la plus intelligente pour moi ou pour nous à ce moment-là? Et vous allez très rapidement trouver la solution à votre problème. Pour finir, donc comme je vous en ai parlé, les stratégies d'esquive, c'est quelque chose que souvent je vois lorsque certaines personnes me parlent et comparent leurs relations. J'ai par exemple eu une amie qui me disait, dans une précédente relation, j'étais extrêmement jalouse, et maintenant, non, c'est bon, j'ai fait un travail sur moi, je suis plus du tout jalouse, nickel et tout. Que nenni mon ami. Tu n'as pas changé ou évolué dans ton comportement. Tu as modifié l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle avait un homme qui était très extraverti, très très good looking man, très très beau, très très voilà, qui donc du coup réveillait beaucoup de peur chez elle. Des années après, elle s'est séparée, elle s'est mise avec un autre homme qui est beaucoup plus introverti, beaucoup moins séduisant, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour elle d'être moins jalouse. Donc il n'y a pas eu d'évolution dans son comportement et dans sa blessure. Non, elle a juste changé d'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important à prendre en compte parce que ce n'est pas parce que vous êtes plus jaloux envers quelqu'un que vous avez fait un travail sur vous, c'est peut-être parce que la personne en face de vous est plus facile à vivre pour votre blessure. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là ne va jamais l'éveiller. Attention. Et si elle est peut-être plus facile à vivre au niveau de votre blessure, ça veut dire qu'il y a d'autres points sur lesquels ça va être beaucoup plus compliqué. En fait, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Dites-vous bien ça, vraiment. Vous allez quitter une personne. Ok, parce que si ça, vous étiez trop jalouse et tout, machin, elle faisait ci, elle faisait ça. Ok, mais attention, parce que la prochaine que vous allez trouver, il va y avoir d'autres choses. Et parfois, ça peut être encore plus compliqué. Parfois, non. Parfois, entre-temps, vous allez vraiment évoluer personnellement. Mais souvent, je rencontre des gens qui sont dans cette optique-là, dans cette vision-là. Ils se disent, non, non, j'ai travaillé sur moi. Pas du tout. Vous avez juste changé de personne et de partenaire. Et ce partenaire-là réveille beaucoup moins la blessure en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'autres choses qui vont être réveillées, qui vont être autant difficiles que ça. Voilà, ça c'était sur le point sur les stratégies d'esquive. Et un dernier point très important sur lequel je voulais revenir, on parle souvent des pervers narcissiques. Alors ça c'est un terme qu'on entend tout le temps, c'est l'excuse de tout le monde. Dès qu'on s'est séparé d'un gars, les filles, c'est la première excuse, c'était un pervers narcissique, machin, il faisait ça, 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 ça. Les mecs, c'était une manipulatrice et tout. En fait, c'est une étiquette qu'on a créée, le pervers narcissique, pour désigner en réalité quelqu'un qui a une blessure de contrôlant extrême. Extrême à tel point qu'il lui est impossible de se remettre en question. Il va chercher tous les stratagèmes possibles. Il va être extrêmement violent physiquement et ou extrêmement violent sur le plan psychologique. La violence sur le plan physique est beaucoup plus amenée par les hommes. La violence sur le plan psychologique est beaucoup plus amenée par les femmes. Il y en a qui ont les deux, alors là c'est un carnage, mais oubliez en fait ce terme de pervers narcissique parce que ça colle des étiquettes et en fait on n'arrive plus à faire la distinction entre quelqu'un qui est dans sa souffrance et qui veut en réalité s'en sortir et quelqu'un qui est vraiment dans cette blessure et qui en gros n'est pas perdu mais il vaut mieux s'en éloigner parce que c'est un cas à part et là vous allez vous détruire complètement. Ce n'est qu'une étiquette. Vous êtes juste face à quelqu'un qui a une blessure d'être contrôlant de dingo. Et le meilleur moyen, je trouve, pour déceler quelqu'un qui a une blessure qui est vraiment dans cette étiquette-là, entre guillemets, mais qui a une blessure de contrôlant trop importante, c'est si à un moment donné, vous lui partagez le fait que vous souhaitez consulter ensemble,
De dire en gros, bon, ben écoute, là, chérie, je veux qu'on aille consulter parce que ça ne va plus entre nous. Si vous voyez que cette personne-là est contre ça, qu'elle ne le veut pas, c'est terminé. Ça veut clairement dire qu'elle est dans un schéma de contrôlant extrême et elle n'ira pas vers la consultation parce que ça voudrait dire qu'elle prendrait le risque de guérir sa blessure, de ne plus être dans ce schéma-là de contrôlant. Ça voudrait dire qu'elle prendrait le risque que elle se rende compte qu'elle est tort, etc. Et ça, un contrôlant, jamais il ne l'acceptera. Pour moi, c'est pour l'instant le meilleur indicateur que j'ai pu trouver. Si vous êtes face à quelqu'un, vous êtes face à un homme et vous lui dites, écoute chérie, on va consulter parce que là, ça ne va plus entre toi et moi. S'il est réfractaire à ça, mais vraiment, hein, vraiment réfractaire, en mode c'est du bullshit, c'est machin et tout, essayez de titiller encore un peu parce qu'il y en a certains, ils ont peur de ça justement, en mode ils sont gênés, ils ont honte d'aller consulter quelqu'un pour des thérapeutes de couple. Et là, on n'est pas du tout dans le délire de pervers ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus une honte, etc., une gêne. Mais souvent, ça trompe pas. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas trouver de solution pour aller mieux dans la relation, c'est qu'il est dans une blessure extrême et il vaut mieux mettre un terme à la relation parce que vous allez vous détruire. Voilà, on finit sur une note très positive. Hein. On finit ce podcast sur cette note-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Autant pour moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Harmonie. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Envoyez-moi vos partages si cet épisode vous aura plu, si d'autres épisodes vous ont inspiré, vous avez vécu des situations similaires à ce que je vous raconte. Ça sera toujours un plaisir pour moi de partager. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.